Bonjour, j'espère que ça va bien, en tout cas chez moi ça va. Voilà. Tout récemment, il y a eu un sommet de l'ONU. Ceux qui devraient parler ont parlé. Et il y a deux choses qui ont retenu mon attention. La déclaration du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, et le premier ministre du Mali. Un, parce que je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Et donc, bien sûr, la déclaration du président ivoirien m'intéresse, puisque j'ai de la famille en Côte d'Ivoire, j'ai des parents en Côte d'Ivoire, voilà. J'ai des amis en Côte d'Ivoire, c'est la terre de mes ancêtres, je peux donc dire c'est ma terre. Et le premier ministre malien qui répondait au président de la République de Côte d'Ivoire, et ça m'a intéressé. Alors, je voudrais qu'on écoute ensemble, et puis nous allons voir, selon les déclarations faites par les uns et les autres, ce qu'il fallait et ce qu'il ne fallait pas. Sans plus tarder, nous allons écouter le discours du président Alassane Dramane Ouattara. Mon pays voudrait remercier le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, qui a déclaré le 30 juin 2022 la fin du statut de réfugié ivoirien. Je saisis cette occasion pour saluer l'excellente coopération entre le HCR et mon pays. Ok, ici Alassane Dramane Ouattara se réjouit du fait que le 30 juin 2022, le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies, a dit et a déclaré que désormais, quiconque viendra de la Côte d'Ivoire ne pourra pas bénéficier du statut de réfugié puisqu'il n'y a plus rien là-bas. Et il s'en réjouit. Cela voudrait dire que pour lui, certainement que la Côte d'Ivoire est en paix et qu'il n'y a plus rien à craindre en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, je voudrais m'inscrire en faux. Vous ne devrez pas vous réjouir parce que sans toutefois vous juger, sans toutefois juger vos actions, loin de moi l'idée de banaliser vos efforts. Mais j'aimerais vous rappeler que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire et il y a toujours des exilés politiques venant de la Côte d'Ivoire. Et avec les menaces que nous voyons tout le temps sur les réseaux sociaux, messieurs, c'est à craindre. La Côte d'Ivoire est toujours dangereuse. Mais ce qui m'étonne du côté du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies, c'est que on n'est pas réfugié. Il n'y a pas que les réfugiés politiques. Il y a la maltraitance. On peut être réfugié parce qu'on est maltraité dans un pays. On peut être réfugié parce que ses droits ne sont pas respectés. Parce que j'aimerais rappeler à cette ONG qui se veut respectable que l'excision est toujours pratiqué en Côte d'Ivoire, le travail forcé est toujours pratiqué en Côte d'Ivoire, le travail des enfants, je veux dire, le travail des enfants est toujours pratiqué en Côte d'Ivoire, et ça, ce sont des choses, par exemple, qui font que on ne pouvait pas dire que désormais il n'y aura plus de réfugiés ivoiriens et qu'on ne peut plus leur accorder l'asile. Je me souviens tout récemment qu'une fille venant encore du Burkina Faso, du Mali, je crois, du Mali, oui. Pulchéry a été arrêtée, elle est jusqu'à présentement, au moment où je fais cette vidéo, elle est en prison. C'est une prisonnière politique. Elle avait déjà fait la prison pour la politique et on l'avait relâchée à un moment donné, on ne sait pour quelle raison. Elle est partie au Mali visiter des gens, elle est revenue, on l'a mis en prison. Donc, je ne sais pas ce que cette organisation joue, mais elle nous démontre de jour en jour que vraiment elle n'a pas raison d'être et qu'elle n'est pas crédible. Elle ne rend pas service à la société. Monsieur le Président, ne pensez pas que ça n'arrive qu'aux autres. Parce que aujourd'hui vous êtes président de la République. Mais je me souviens que vous-même vous étiez réfugié à un moment donné. C'est vrai que si vous n'avez pas eu la carte de réfugié, si vous n'êtes pas allé dans un autre pays pour demander l'asile politique. Mais monsieur le Président, vous étiez à un certain moment donné réfugié chez l'ambassadeur de la France, ce qui fait de vous la maison de l'ambassadeur de la France, qui est un territoire français, ce qui veut dire clairement que vous étiez réfugié en France. Alors, vous ne pouvez pas banaliser la chose parce qu'il y va de la vie humaine. Il y va de la survie humaine. C'est pas un sujet sur lequel on doit plaisanter comme vous le faites. Vous ne devez donc pas vous réjouir du fait que le HCR prenne une décision aussi grave sans toutefois analyser tous les contours, sans toutefois aller voir les prisonniers en Côte d'Ivoire, sans toutefois visiter la Maca et les prisons de l'intérieur où croupissent des milliers d'hommes politiques emprisonnés et des militaires, des trophées de guerre entassés dans ces prisons-là. Depuis 2011, alors que la guerre est finie, nous parlons de 11 ans, de 12 ans, pratiquement après la guerre. Il y a encore des prisonniers politiques. Je ne sais pas dans quoi vous êtes, mais je ne suis pas là pour vous faire la leçon. Je m'indigne surtout et je veux juste attirer l'attention des uns et des autres. Qu'il faut qu'on fasse très attention aux décisions et surtout ces organisations qui disent être des droits de l'homme, qui sachent que l'Africain aujourd'hui là
que ce soit l'asiatique ou l'africain, nous ne sommes plus les 50 personnes en Afrique qui étaient lettrées ou qui pouvaient au moins savoir lire et écrire. Il y a des milliers d'intellectuels aujourd'hui en Afrique, il y a des milliers d'intellectuels aujourd'hui en Côte d'Ivoire, et nous savons tous lire et écrire et comprendre ce que vous dites. Donc, agir de la sorte, vraiment, ça ressemble à de la plaisanterie. Le Premier ministre malien, comme je le disais tout à l'heure, parce que nous ne sommes plus en 1960, nous ne sommes plus en 1950, le Premier ministre malien s'est fait le plaisir de répondre à la France et aux autorités françaises. Et nous allons écouter un peu son discours. Malgré les efforts tangibles de la transition malienne, dans la mise en œuvre des chronogrammes des réformes politiques et institutionnelles et celui des élections, salués par la communauté internationale, Madame la ministre des Affaires étrangères de la junte française, à qui le Mali n'a pourtant rien demandé, a estimé qu'il n'y avait pas eu de progrès, oubliant que nul ne peut aimer le Mali plus que les Maliens eux-mêmes. Sa position singulière et son adversité ne nous surprennent guère. Victor Hugo, dans Claude Gueux, a classé le genre humain en deux catégories, en indiquant, je cite, qu'il y a des hommes qui sont fers et des hommes qui sont aimants. Fin de citation. Madame le ministre, dont il s'agit malheureusement, n'est ni fer, ni aimant, elle est hideusement sui generis. Devant l'incertitude et les situations étrangères, le peuple malien adopte une attitude prudente. C'est ce que l'écrivain et le sage Amadou Hampâté-Bâ met en relief en conseillant dans l'étrange destin de Wangrin que, je cite, « Si observer est une qualité, savoir se taire préserve de la calamité ». Fin de citation. Madame le ministre de la junte française, le Mali vous conseille de vous contenter d'observer sa situation. Mais ils sont violents verbalement, les Maliens. Ils sont sérieusement très violents. My God. Ce qui me réjouit, c'est qu'il y a quelques années, on ne pouvait pas parler comme ça à la France. Thomas Sankara était celui-là qui avait osé à son temps parler comme ça à la France. Mais pas aussi de façon virulente comme le fait le Mali. Le Mali va plus loin. Si nous étions encore dans les années 80, en ce moment-là, tout le monde pouvait parier que ce ministre et son président n'allaient plus vivre. Parce que ça, ils venaient de signer leur arrêt de mort. Parler à un ministre, le Premier ministre malien, parler à un ministre français comme ça, ça c'est signer son arrêt de mort. Ça, il n'y a rien à faire en fait. Voilà. C'est signer carrément son arrêt de mort. Mais il a osé. Le Mali est en train de dire que nous ne sommes plus au temps colonial. Le Mali est en train de faire comprendre à toute l'Afrique qu'il ne faut pas avoir peur de la France. Et que la France, que les pays africains ne sont pas les colonies de la France de ce jour. Parce que dans nos têtes, il faut d'abord cesse d'être esclave dans nos têtes avant de dire je ne suis pas esclave. Mais si tu as beau dire je ne suis pas esclave et que tu es toujours esclave dans ta tête, c'est que tu es esclave. Parce que si tu te comportes comme un esclave, c'est que tu n'as pas changé de vie. C'est que tu es l'esclave. C'est que tu es toujours l'animal. L'animal qui obéit, l'animal à qui on dit comment vivre, l'animal à qui on dit comment manger, à quelle heure manger. C'est que tu es juste un animal domestique qui n'a encore rien compris. Le Mali est en train de lancer les dés. Ils prennent des risques. Et toute l'Afrique devrait supporter. Toute l'Afrique devrait supporter. En tout cas, bravo à ce ministre. Nous, on le dit, mais quand nous, on le dit, ça va pas loin parce que c'est juste des cyberactivistes qui se pavanent sur les réseaux sociaux et qui crient leur amertume. C'est ce que les gens pensent. C'est comme ça qu'on nous voit. Désormais, ce sont les autorités qui parlent. Le président malien, le Premier ministre malien a parlé et j'espère que d'autres vont suivre. Parce qu'il faut que quelqu'un dise la vérité à cette France-là. Il faut que quelqu'un leur parle. Il faut que quelqu'un leur dise sérieusement que trop c'est trop et qu'on en a marre. Mais vous allez voir sa seconde allocution. Sa deuxième intervention sur la France, en fait, dans la même intervention, mais il s'adresse encore à la même France. Et cette fois, il va s'adresser aux autorités françaises après avoir répondu à la ministre française. Nous allons suivre. On y va. Les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières, se sont transformés en une junte au service de l'obscurantisme. Je répète, les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières, se sont transformés en une junte au service de l'obscurantisme. Je répète pour une dernière fois. Les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage des philosophes des Lumières,
se sont transformés en une junte au service de l'obscurantisme. Obscurantisme de la junte française nostalgique, de pratiques néocoloniales, condescendantes, paternalistes et revanchardes, qui a commandité et prémédité des sanctions inédites, illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali et mon pays. Après plus de 10 ans d'insécurité et en fait des milliers de morts, autant de réfugiés et de déplacés internes, n'est-ce pas un sacrilège de mettre une population malienne victime de l'insécurité dans un pays enclavé sous embargo pendant 7 mois, en procédant à la fermeture des frontières et la saisie des comptes financiers du Mali. Grâce à sa résilience et à la solidarité de pays amis et des peuples africains, le peuple malien a tenu et a déjoué les pronostics de ses adversaires. Obscurantisme de la junte française qui s'est rendue coupable d'instrumentalisation des différences ethniques, en oubliant si vite sa responsabilité dans le génocide contre les Tutsis au Rwanda, coupable également de tenter désespérément de diviser les Maliens, enfants d'une même famille. Enfin, obscurantisme de la junte française qui a violé l'espace aérien malien en y faisant voler des vecteurs aériens tels que des drones, des hélicoptères militaires et des avions de chasse plus d'une 50aine de fois, en apportant des renseignements, des armes et munitions aux groupes terroristes. Afin de se donner une bonne conscience, la junte française accuse le Mali de n'avoir pas été reconnaissant en se gargarisant de la mort regrettable de 59 soldats français au Mali lors de diverses opérations de lutte contre le terrorisme. À cette triste accusation, nous rappelons que dans la majorité des interventions d'officiels maliens et des cérémonies, nous rendons systématiquement un hommage à l'ensemble des victimes de l'insécurité au Mali, sans distinction de nationalité, donc y compris les 59 Français décédés. Aussi, nous les invitons à ne pas s'arrêter à si bon chemin et de remonter le temps, en passant par leur intervention en Libye, décriée par toute l'Afrique, sans oublier la participation forcée des milliers d'Africains à la Première et la Seconde Guerre mondiale, sans oublier la traite négrière qui explique le sort économique de beaucoup de pays. Combien d'Africains sont-ils morts pour la France et le monde libre dans lequel nous vivons? Waouh! Le Mali vient de rappeler l'histoire à la France. Non, bravo le peuple malien. Bravo, bravo. Bravo à ce Premier ministre et à son président malien. Il nous faut de plus en plus de personnes comme ça en Afrique. Il rappelle que la France est une junte. Une junte, ça veut dire que ce n'est pas une armée légale. Donc des gens, des bandits armés qui viennent s'aimer la terreur en Afrique. C'est ce qu'il est en train de dire dans un français plus simpliste. Lui, il a dit ça un peu dans un langage soutenu. Il est en train de rappeler aux Français qui se plaignent du fait que quelques militaires seraient morts au Mali en combattant pour les Maliens et qu'on n'a pas fait des trucs spécialement. C'est-à-dire qu'on ne les a pas honorés comme eux ils voudraient. Il est en train de rappeler à ces Français mais combien d'Africains sont morts pour eux. Ont-ils honoré ceux-là? Il a rappelé à ces Français qu'ils ont tué, ils ont fait des coups d'État, que tout dernièrement, même en Libye, qu'ils ont tué des gens qui se comportent comme des voyous. Et que depuis les guerres, Première Guerre, Deuxième Guerre mondiale, les Africains les ont aidés. Et ils ont fait quoi? Est-ce qu'il y a une fête, un jour spécialement pour fêter ces tirailleurs, ces gens qui font que la France vit aujourd'hui? Il est en train de rappeler l'histoire de la France. Bravo, bravo, bravo à ces Maliens, bravo. Et ça me fait plaisir, ça me plaît sérieusement. Quand j'entends des frères africains comme ça qui rappellent à la France que nous ne sommes plus au temps colonial, parce qu'il faut leur rappeler ça. Il faut leur dire que nous ne sommes plus au temps colonial et que les données ont changé. Oui, les données ont changé. Nous sommes libres, nous sommes indépendants et nous sommes libres de gérer nos pays comme on veut. Et ceux qui font la courbette devant les Français, c'est leur problème. Mais il faut que les gens comprennent que trop c'est trop et c'est passé ça. En tout cas, moi je suis très fier de ces Maliens qui rappellent que c'est des bandits. Et il a bien fait de faire la distinction entre les autorités françaises et la France. Parce qu'on aime les Français, on n'a rien contre les Français. Mais ce sont les leaders français qui foutent la merde qu'on déteste en Afrique. C'est eux et leur politique là qu'on déteste en Afrique. Sinon on aime les Français. On n'a pas de problème avec les Français. On a des amis français, on a des femmes françaises, on a des maris français.
On n'a pas de Français. On n'a pas de problème avec les Français. Mais lorsqu'ils deviennent une autorité, ils ont une démarche qui est différente de lorsqu'ils sont simples citoyens lambda. Parce que tout compte fait, qu'on soit français ou africain, sommes tous victimes de ce même système colonial que la France a mis en marche depuis des siècles. Et nous en souffrons tous. Parce que même les Français même souffrent. Ils ne gagnent rien de tout cela. Les Français vont tuer en Afrique, mais le Français lambda ne voit pas. La France va tuer en Afrique. La France va prendre l'or, va prendre tout ce qu'il faut, notre argent, nos richesses. Mais le Français ne voit pas ça parce que la vie du Français n'a pas changé. Le Français ne roule pas sur de l'or, le Français n'a toujours rien. Allez-y voir dans les rues de France. La galère, la misère, les gens dorment toujours sur les ponts. Il y a des mendiants en France, des gens qui ne peuvent même pas s'en souffrir à tel, des gens qui ne peuvent même pas se suffire à telle enseigne qui sont pleins aux États-Unis ici, sans papier en train de se chercher. Sont tous victimes du même système. Et les Français et les Africains. À un certain moment donné, il faut le dire. En tout cas, bravo, bravo. Nous allons suivre encore la suite de cette allocution de ce premier ministre malien, mais qui commence à me plaire sérieusement. Monsieur le Président, eu égard à la gravité des faits commis par la junte française, le Mali, dans sa lettre en date du 15 août 2022, a demandé la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette réunion a pour objet de permettre au Mali de présenter les éléments de preuve en sa possession, démontrant que l'armée française a agressé en de maintes reprises mon pays, en violant de manière répétitive et fréquente l'espace aérien malien, sans autorisation des autorités maliennes, et parfois en falsifiant des documents de vol. Plus grave, Monsieur le Président, le Mali sera en mesure de prouver que la junte française a fourni des renseignements et des armes à des groupes terroristes. Le gouvernement du Mali s'interroge sur les raisons qui poussent cet État membre du Conseil de sécurité, de surcroît assurant la présidence de cet organe, à faire obstacle au débat en vue de la manifestation de la vérité. Le monde doit être édifié sur les faits graves qui se sont déroulés au Mali et qui sont à la base de l'aggravation de l'insécurité et de la déstabilisation du Mali et du Sahel. Par la saisine du Conseil de sécurité, le gouvernement du Mali entend mettre cet important organe chargé à titre principal du maintien de la paix et de la sécurité internationale face à ses responsabilités et dénoncer les agissements de la junte française contre mon pays. Ces actes hostiles sont incompatibles avec la Charte des Nations Unies et son statut de membre permanent. Il y va de la crédibilité de notre mécanisme commun, de l'efficacité de la lutte contre le terrorisme, mais surtout, il y va de l'intégrité de l'Organisation des Nations Unies, qui repose entre autres sur le respect des engagements internationaux, de la légalité internationale et de la Charte des Nations Unies. Monsieur le Président, il semble opportun pour le Mali de demander votre implication personnelle auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies afin que notre demande aboutisse pour que cesse la duplicité et la guerre par procuration imposée à mon pays. Le Mali vient d'accuser directement non seulement la France, mais vient d'accuser l'ONU à une conférence de l'ONU, à une réunion de l'ONU. Les Maliens viennent d'accuser l'ONU d'être complice des marmailleurs, des malfaiteurs, la France. Et c'est la France qui assure en ce moment la présidence de l'ONU. Et depuis août, eux, ils ont fait une demande. Depuis le 15 août, ils ont fait une demande pour amener les preuves que la France est impliquée dans ce qui leur arrive et que la France arme des terroristes. Mais jusque-là, alors qu'ils ont demandé une session extraordinaire, pourtant quand c'est la Libye, là, on a vu ça s'est passé en 24 heures. Quand c'est les autres là, ils sont pressés. Non, un truc pour bombarder même la Côte d'Ivoire, ça s'est passé en 24 heures. Mais depuis le 15 août, nous sommes à plus de 1 mois que le Mali a demandé à amener. C'est-à-dire que c'est pas juste une accusation fortuite. Ils disent qu'ils ont des preuves que la France arme les terroristes, que la France est impliquée dans la déstabilisation du Mali. Et l'ONU n'a pas fait suite parce que, en ce moment, la présence est dans la main de la France. L'ONU ne fait pas suite à leur requête. Alors, ils se sont déplacés et ils sont venus aujourd'hui là pour dire ça directement, pour que tout le monde sache. Parce que c'est un courrier qu'ils avaient fait. Et eux, ils se sont assis sur le courrier. Ils sont venus dire ça. Et j'espère que l'ONU va saisir cette occasion parce que, comme ils l'ont dit, il y va de la crédibilité de l'ONU. L'ONU va saisir, j'espère bien, cette occasion pour leur demander, pour leur donner l'occasion de prouver cela. Parce que, apparemment, l'ONU, ces organisations, ONU, OTAN et tout ça, apparemment, c'est créé pour l'Occident. Parce que depuis toujours, on le disait, mon
n'avait pas de preuves, mais maintenant nous avons des preuves. On le sentait, mais on ne pouvait pas le prouver. Maintenant nous avons les preuves que ces organisations de l'ONU ont été créées pour protéger un certain nombre de pays et un certain nombre de peuples. Et les autres peuples doivent subir. Quand l'ONU intervient en Afrique, c'est pour nous souiller, c'est pour nous enlever nos hommes forts, c'est pour nous déstabiliser, c'est pour nous ridiculiser. L'ONU n'intervient jamais en Afrique pour qu'on ait la face, haute. L'ONU n'intervient jamais en Afrique pour qu'on gagne quelque chose. Quand l'ONU vient, c'est pour toujours tuer. Libye, Côte d'Ivoire, partout c'est le désordre. Il ne répare jamais. Bravo le Mali, bravo. La Côte d'Ivoire prend la parole et elle va s'adresser à l'ONU. Et par ricochet, elle va se permettre de donner des conseils au Mali. Ok, nous allons écouter les conseils d'Alassane Draman Ouattara au président malien. Mon pays encourage les autorités maliennes à concentrer leurs efforts sur la lutte contre le terrorisme et à mettre en œuvre de façon résolue les différentes étapes du chronogramme de la transition ainsi que les réformes politiques et institutionnelles en vue des élections présidentielles prévues en février 2024 pour le bien-être du peuple malien. Le président Alassane Draman Ouattara de la Côte d'Ivoire vient de parler, le président de la République de la Côte d'Ivoire vient de parler en disant, en encourageant les Maliens à mettre tout en œuvre pour qu'il y ait les prochaines élections. C'est-à-dire qu'eux, ils donnent conseil, quoi, aux Maliens. Vous voyez, dans la vie, là, quand tu as des voisins, quand tu vis avec des gens, des amis ou bien des voisins, il faut faire très attention à ce que tu fais. Parce que la Côte d'Ivoire n'a rien à prendre au Mali. Sérieux, on doit se dire les vérités. La Côte d'Ivoire, en matière de démocratie, n'a rien à prendre au Mali. Parce que ici, là, c'est nous, il y a tellement à dire en matière de démocratie, tellement à dire. La Côte d'Ivoire a échoué en matière de démocratie et de droits de l'homme. Donc nous sommes trop mal placés, la Côte d'Ivoire est mal placée. En tout cas, le président ivoirien, surtout le président qui est là en ce moment, le président Alassane Ouattara, est mal placé pour faire des leçons de morale, de démocratie et de droits de l'homme au Mali. En tout cas, ils sont très mal placés. Et comme s'il les provoquait, c'est lui qui va leur donner des leçons. Alors que surtout, en ce moment-là, il y a plus de 40 personnes, 46 Ivoiriens qui sont en prison là-bas et qui sont accusés de déstabilisation du Mali. Et c'est en ce moment-là que lui, Alassane Draman Ouattara, vient faire une déclaration pour dire qu'il encourage. Mais attends, si tu aimais tant le peuple malien, pourquoi avoir participé à cet embargo-là? Si tu te soucies tant du bonheur du peuple malien, pourquoi avoir fermé tes frontières et ton port au Mali? Il y a des provocations qui sont pas bien, quoi. Mais de toute façon, il a fait. Il a fait, qu'est-ce que moi je peux dire? Je peux rien dire. Mais voilà, on va écouter la réplique du Premier ministre malien qui parle au président Alassane Draman Ouattara à la même tribune, à l'ONU, sans attendre le lendemain, le même jour. Écoutez. Je saisis cette opportunité qui m'est offerte pour remercier chaleureusement notre respecté aîné, son Excellence le président Alassane Draman Ouattara, pour les sages et éclairés conseils qui nous a prodigués dans son allocution mémorable à cette 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je voudrais le rassurer que les autorités de la transition malienne n'ont d'autres objectifs que de faire des réformes politiques et institutionnelles avant d'organiser des élections, tout en luttant obstinément contre le terrorisme. Ces réformes permettront d'améliorer la gouvernance et toutes les dispositions seront prises pour que la démocratie malienne soit la plus enviée au monde. Dans ce chantier, nous prêterons une attention particulière au troisième mandat, qui ne sera pas possible. Le troisième mandat pour un public moins averti consiste pour un président de la République d'effectuer une manœuvre en 4 temps, en vue de conserver le pouvoir pour lui seul et son clan. Premier temps, presque en fin de second mandat, donc en principe non rééligible, il s'agit pour le président de la République sortant de déclencher une révision constitutionnelle de manière non consensuelle. Deuxième temps, au cours de cette révision constitutionnelle, le président de la République sortant modifiera quelques dispositions constitutionnelles. Troisième temps, une fois la nouvelle constitution adoptée, sur fond de crise politique naturellement, le président sortant devient candidat en violation de la limitation du nombre de mandats à 2. Sa candidature
est alors justifiée par l'adoption de la nouvelle Constitution et le prétexte est tout trouvé. La limitation du nombre de mandats à 2 concernait l'ancienne Constitution. Par conséquent, il est candidat au regard de la nouvelle Constitution adoptée. Quatrième temps, une farce électorale est organisée. Forcément, il remporte les élections et s'ensuit une chasse impitoyable aux opposants politiques, dont certains sont arrêtés, d'autres s'exilent et d'autres assassinés. Les allégeances sont obtenues grâce au pouvoir de l'argent, le clientélisme et les intimidations. Dans un langage plus simplifié et en référence à une métaphore footballistique, le troisième mandat est une magie. C'est l'art de se dribbler soi-même tout en gardant le ballon. Excellence, Monsieur le Président Ouattara, vos conseils nous rappellent la triste histoire du chameau qui se moque de la bosse du dromadaire. Bon, vous venez d'écouter le Premier ministre malien qui t'a lessivé sérieusement le président Alassane Dramane Ouattara. Il ne l'a pas loupé en tout cas. Il a décrit carrément la situation qui s'est passée en 2020. Il a décrit la situation qui s'est passée en 2020. Les exilés, les intimidations, les menaces, les emprisonnés, tout et tout, à la violation du droit de l'homme. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas les provoquer, quoi. Parce que, en fait, quand tu veux te faire respecter, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Quand tu sais qu'on a trop à dire sur toi et que tu n'es pas exemplaire, tu ne provoques pas les gens. Non, tu ne les provoques pas. Bon, voilà ce que ça a donné. En tout cas, ils t'ont pas loupé. Et ce qu'ils ont dit là, il n'y a rien qui soit faux dedans. Et tu sais, la rhétorique, c'est quoi? Ils ne te disent pas directement que c'est toi, mais tu sais, ils disent que chez eux, qu'ils ont compris tes conseils et que chez eux, ils feront tout pour qu'il n'y ait pas de troisième mandat. Et ils se disent, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le troisième mandat et ses conséquences, voici le troisième mandat. Et ils expliquent. Et pourtant, le problème du troisième mandat a eu lieu en Côte d'Ivoire, où les Afghans ont été un prisonnier, où beaucoup de personnes étaient emprisonnées, d'autres sont allés en exil à cause du problème du troisième mandat. Des gens même ont été tués en Côte d'Ivoire. Et c'est toi qui vas leur parler de démocratie. Non, ils n'ont qu'à bien faire les choses. Toi, tu as quoi à avoir dans le problème? S'ils disent qu'il ne faut pas, il ne faut pas élection pendant 30 ans. Quand ton problème il est où? Gère ton pays. Tu as tellement de problèmes à gérer en Côte d'Ivoire. Tu vas chercher quoi dans le problème malien? Si tu trouves que les Maliens souffrent trop au Mali, mais ceux qui sont déjà en Côte d'Ivoire, il faut leur donner eux tous la nationalité ivoirienne. Il faut leur donner eux tous la nationalité ivoirienne, comme ça ils vont devenir ivoiriens. Mais tu n'as pas à tu peux donner. Toi-même, tu t'es même pas encore sorti. Tu veux faire comme les Européens qui sont chez eux, dans la misère, dans l'insécurité. Et qui n'ont même pas la démocratie, qui ne savent même pas ce que c'est que la démocratie chez eux, mais qui veulent nous dicter des choses en Afrique. Toi aussi, toi tu es en Afrique là, tu veux faire ça aussi aux autres Africains? Non. On te parlait des Kassas. Déjà qu'eux-mêmes commencent à parler des Kassas aux Blancs, aux Français, tes patrons. Non, c'est pas toi qui vont louper. En tout cas, moi, leur réaction me plaise. Ces gens-là, ils commencent à me plaire. Voilà. C'était mon décryptage du jour. J'espère qu'il vous a plu. Si vous a plu, partagez la vidéo, abonnez-vous, likez-la et partagez-la dans tous les groupes, dans tous les coins. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien. Ciao.